Bien. Performance, innovation, haute technologie, savoir-faire. J'ai bien compris, Xavier. Mais j'ai quand même fait des recherches. Savez-vous qu'il existe, dans le monde de la montagne, un petit être qui fait cela depuis très longtemps? Innovation. Mais il n'en parle pas, personne ne parle jamais de lui, et pourtant il est super fort. C'est le casse-noix moucheté. Vous rigolez? Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que fait le casse-noix moucheté. Il cueille des graines. Ah, déjà, ça vous en bouche un coin. Il cueille des graines. Il les place sous le manteau neigeux. Enfin, il les place et la neige tombe dessus. Et après, qu'est-ce qu'il fait pour les retrouver? Eh bien, le casse-noix moucheté, c'est pas de la blague, fait de la triangulation. Il a repéré 3 points au milieu duquel se trouve la graine. Il mérite vos applaudissements. Donc, soyons sérieux, mais c'est sérieux, l'histoire de ce casse-noix moucheté. Cet espace qui paraît, c'est vrai, parfois irréversible, incompressible, entre l'homme et la nature, cet espace, c'est vraiment un même ensemble. Et la nature nous a prouvé en montagne qu'elle était aussi capable de haute technologie. Je pense qu'il y a dans l'air de la montagne un vent revigorant qui nous empêche de nous assoupir, qui nous réveille, qui nous gifle parfois et qui nous oblige, si on a un peu trop froid, à repartir vers de nouvelles destinations. Mais ce vent, attention à ce qu'il ne s'essouffle pas. Yolande Delabigne a laissé un souvenir indélébile sur France Info avec sa chronique « Quelle époque épique ». Journaliste, écrivain, amoureuse et soucieuse de notre environnement et fondatrice de Néoplanète, le premier et gratuit sur l'environnement. Eh bien, je vous laisse avec elle. À tout à l'heure. Bonjour, enfin bonsoir plutôt à cette heure-là. Alors après l'optimisme de Xavier Gallo-Lavallée, moi je vais être obligée de vous passer une petite douche froide. Je suis désolée, je fais le sale boulot, mais il faut bien qu'il y en ait qui le fassent. Parce que l'avenir de la montagne est sur une piste glissante et on peut se poser la question, certains la posent, est-ce qu'on pourra encore skier en 2050? Alors pourquoi est-ce qu'on se pose une question pareille? La première raison, et je pense que vous vous en doutez, c'est le problème de l'enneigement. On sait qu'il y aura un manque de neige qui a déjà commencé depuis quelques années et qui devrait s'aggraver. Donc on va commencer avec un premier exemple hautement symbolique, évidemment le Kilimandjaro. Les neiges du Kilimandjaro ne sont pas éternelles, amis poètes, au revoir. On pense qu'en 2020, il n'y aura plus de neige du tout en haut du plus haut sommet d'Afrique. Alors à cause du réchauffement climatique, bien sûr, mais aussi tout le reste, c'est-à-dire notamment la déforestation. Vous savez que les gens se chauffent avec le bois des arbres, donc on a déforesté de manière absolument sauvage tout autour du mont, et du coup ça a complètement bouleversé l'écosystème. C'est un peu la complication du réchauffement climatique, c'est qu'on a du mal à comprendre les conséquences que ça aura. Et par exemple, il y en aura une très très importante pour notre milieu des sports d'hiver, c'est que le changement climatique rendrait impossible en 2050, toujours en 2050, d'organiser des Jeux Olympiques à Grenoble comme on l'a fait en 1968. Ça, c'est le résultat d'une étude de l'Université de Waterloo au Canada, qui est quand même assez inquiétante et qui, du coup, on se dit qu'il va falloir maintenant prendre le devant en adoptant de nouvelles tenues. Au moins, il y a un avantage, c'est qu'avec la crise, on dépensera un petit peu moins d'argent en tissu, mais c'est vrai qu'il va falloir prendre les devants. En 2080, en plus, ça sera encore pire. Donc là, je ne sais pas comment elles seront en 2080. Il y aura peut-être même plus de soutien-gorge et plus rien, parce que sur les 19 villes qui ont accueilli des Jeux Olympiques depuis 1924, seules 6 en 2080 auront un climat suffisamment froid pour réorganiser une manifestation aussi importante que des Jeux Olympiques. Donc dans ces 6 stations, on va quand même être un peu optimiste. Il y en a une française, on est bien contente, c'est Albertville.
Alors, il y a le réchauffement climatique, on sait maintenant que c'est dû à l'activité humaine, mais il y a aussi tout le reste, parce que les humains, nous dépolluons beaucoup. Donc, il y a une pollution sonore, visuelle, donc l'invasion des voitures dans les stations de sport d'hiver, des transports délirants quand il faut amener des tonnes de nourriture tout en haut des pistes, alors qu'évidemment, c'est une perte d'énergie énorme. L'architecture, très souvent, un peu sauvage, obsolète, assez laide, etc. Donc, il y a eu quand même pas mal de problèmes environnementaux et qui font qu'aujourd'hui, le scénario est écrit, même s'il n'est pas très réjouissant, mais le voilà. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter Christophe Best, qui est un merveilleux dessinateur qui nous fait des dessins pour Néoplanète et qui a l'incroyable talent d'arriver à nous faire rire sur des sujets qui, franchement, ne sont pas toujours rigolos. Donc, en dehors de ces problèmes de pollution, il y a aussi l'être humain, ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on est jamais content, surtout en France. Donc l'autre problème aussi que vont avoir à gérer les professionnels des sports d'hiver, c'est le client qui est blasé, qui râle tout le temps, c'est trop cher, on attend trop longtemps, on n'est jamais content, enfin on les connaît. C'est un souci pour les professionnels, d'autant plus que l'autre souci, c'est la concurrence avec de nouveaux loisirs. Et notamment pour les jeunes. Alors ça, c'est un vrai souci parce que les jeunes, de plus en plus, préfèrent surfer sur Facebook que sur une piste de ski. Et aux États-Unis, ils ont commencé à s'en rendre compte. Ils commencent à voir que beaucoup de jeunes désertent les pistes de ski. Et évidemment, ça pose un véritable problème économique. Du coup, évidemment, par voie de conséquence, un des autres soucis qu'on aura à régler plus tard et à affronter, c'est le vieillissement de la population skieuse. Ça, c'est une étude française qui montre qu'en 20 ans seulement, les moins de 20 ans ont diminué de 10% sur les pistes, et par contre, les plus de 50 ans ont augmenté de 10%. Donc, c'est quand même un vrai problème. Frédéric Dard le disait déjà, il disait « Je vois des mémères dans les stations de sport d'hiver qui feraient mieux de faire de l'avalanche plutôt que du ski. » C'était pas très aimable, mais c'est bon. La conclusion, c'est qu'on s'est planté. Voilà, le grand projet de démocratisation des sports d'hiver a échoué. Le nombre de skieurs n'a jamais passé la barre des 10% de la population française, ce qui est quand même pas énorme. Et puis, vu l'évolution maintenant économique et écologique de la société, c'est vrai que la montagne n'est plus un territoire à conquérir, comme ça a été à la grande époque, c'est plutôt un territoire à protéger. Alors maintenant que je vous ai bien cassé le moral, je pense que c'est bon, je vous ai fait une description bien, on va quand même essayer de voir comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour ne pas dégringoler sur cette piste glissante. Alors d'abord, il y a quand même des stations qui s'en sortent, hein, heureusement. Donc, en général, elles se divisent souvent en deux clans. Il y a les grandes stations à vocation internationale qui ont suffisamment de moyens financiers pour répondre aux attentes et aux exigences de ce client blasé. Il y a aussi les petites stations qui souvent s'en sortent bien parce qu'elles arrivent à contenter une population locale et donc à rentabiliser les infrastructures existantes. Et puis, il y a bien sûr tous ceux qui innovent. Alors, on va essayer de voir quelques innovations, hein, on ne pourra pas être exhaustif, mais une des premières pistes, en tout cas dans ces innovations, c'est les nouvelles activités imaginées grâce à l'imagination et au talent des professionnels dont vous faites partie. Donc, par exemple, pour toute la clientèle qui est en mal de nature, et elle est de plus en plus importante, tous les gens qui n'aiment plus les stations où il y a trop de monde, où il faut faire la queue, etc. Le ski de randonnée, c'est plus le ski à la papille avec les pots de phoque, c'est un ski hyper branché maintenant avec des pots synthétiques. Merci pour les phoques au passage. Des skis plus larges pour descendre aussi sur la poudreuse, etc. Donc ça devient très à la mode. On s'intéresse aussi aux amateurs de sensations fortes avec le freestyle. Qu'on a popularisé grâce aux Jeux Olympiques de Sochi, avec, vous connaissez tout ça, les slopestyle, halfpipe, etc. Donc ça marche très très bien. Justement, ça peut attirer les jeunes. Il y a aussi, on essaye de chercher des loisirs pour se passer de neige, puisqu'on a un problème d'enneigement, comment faire? Donc il y a quelques loisirs qu'on peut en ce moment développer, comme le speed riding, vous savez, qui est le mélange de ski et de parapente, qui est hyper impressionnante, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, ou le snow-kite, qui est un mélange de surf et de kitesurf. Ça marche très bien, ça serait dans les grandes tendances. Il y a aussi, ce qui intéresse beaucoup, c'est l'allongement des tendances, c'est-à-dire des saisons, c'est-à-dire faire venir les gens le plus longtemps possible à la montagne, été comme hiver. Et pour ça, il y a quelques modes qui se développent, notamment la luge. Alors, ce n'est pas la luge, là aussi, à la papille, c'est une luge hyper branchée sur rail, qui est autorisée même pour les enfants. En fait,
Ça rappelle un peu la fête foraine, finalement on est à la fête foraine. Donc je prendrai qu'un exemple assez extraordinaire, c'est le Montier Express à Montgenèvre. C'est la piste de luge la plus longue de France avec 1400 mètres. Donc vous imaginez 1400 mètres au milieu des arbres et c'est absolument délirant. L'autre, toujours un petit peu dans le même genre comme la luge, c'est la tyrolienne, qui est l'attraction phare pour les amateurs d'adrénaline, comme à Orsières 1850, où il y a la plus grande tyrolienne d'Europe, où vous parcourez 1870 mètres suspendus à un baudrier à 130 km/h. Je pense que quand même, quand on aime les frissons, on est bien servi. Et puis ensuite, toujours dans les loisirs, il y a ceux qui ne sont pas liés à la glisse, parce que ça aussi, c'est un chiffre étonnant. Vous savez que sur 10 personnes qui fréquentent les sports d'hiver, il y en a 7 qui ne skient pas. C'est énorme, moi ça m'a sidéré de voir ça. 7 qui ne skient pas, soit parce qu'ils n'aiment pas, soit parce qu'ils ont peur, soit beaucoup de seniors. Donc pour eux, on va développer des tas d'autres loisirs qui font que, à la limite, les sports d'hiver de demain seront peut-être un peu un parc de loisirs en montagne. Alors, vous avez centre de balnéo, découverte du patrimoine, loisirs pour les enfants, les petits-enfants. J'en ai trouvé des rigolos, là, qui commencent à être à la mode. Sauna dans un lac gelé, à la Scandinave, ça commence à venir en France, ça a du succès. Randonnée avec des lamas, etc., etc. Alors ça, c'est la partie loisirs. Après, on a parlé du problème du réchauffement climatique. Il va quand même falloir absolument que les stations de sport d'hiver répondent à ça et développent les technologies pour éviter la pollution, même si le réchauffement climatique, c'est un petit peu compliqué. Alors évidemment, les transports en commun, bus électriques, le covoiturage, qui n'est pas encore assez pratiqué en station de sport d'hiver, il va falloir qu'on s'inspire de ceux qui connaissent bien le sujet. Ensuite, évidemment, économie d'énergie. Chauffage grâce à la biomasse, isolation des bâtiments. Vous savez qu'un bâtiment à la montagne, il consomme 1,5 fois plus d'énergie qu'un bâtiment dans le reste du pays. C'est quand même énorme, donc il y a quand même un petit peu des progrès à faire. Gestion du matériel, le louer. On pourrait louer les doudounes, louer beaucoup plus de matériel, le recycler. Il y a par exemple avec le ski, regardez comme c'est beau, c'est joli, c'est un banc avec des vieux skis recyclés. Il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Respect de la nature, bien sûr, avec un projet comme Ecovar. Ecovar, il y a certaines stations qui commencent à le faire. C'est-à-dire que quand vous faites des travaux sur une piste de ski, bien après vous replantez du végétal, mais pas n'importe quel végétal, vous replantez les espèces locales, les espèces endémiques, pour faire comme si la montagne était comme avant. C'est déjà pas mal. Ramasser les déchets, très important, parce que les gens ne se tiennent pas très bien, ni au sport d'hiver, ni ailleurs. Ils balancent les canettes, les papiers. Donc, ramasser les déchets. Il y a pas mal de stations qui commencent à faire des grandes campagnes de ramassage, qui doivent être accompagnées, évidemment, d'un tri sélectif, tri qui n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. Ensuite, il faut inciter les skieurs à des éco-gestes tout simples. Alors, par exemple, acheter dans la station et déjeuner sur place, plutôt que souvent quand on déjeune là-haut, c'est très très bien, c'est très joli, mais vous savez que emmener des tonnes de nourriture là-haut, c'est un vrai souci écologique. Pas jeter vos mégots, c'est pas grand-chose. Beaucoup de stations pourraient offrir des petits cendriers de poche avec même une pub dessus. Juste un exemple de chiffre qui est absolument effrayant. Quand la belle neige a fondu, l'été, on peut trouver jusqu'à 30 000 mégots, rien que sous un seul télésiège. 30 000 mégots, qui vont mettre des dizaines et parfois même des centaines d'années avant que la nature arrive à les absorber et avant qu'elles disparaissent. C'est pas compliqué de ne pas jeter son mégot par terre. Ou alors économiser l'énergie, là aussi c'est pas compliqué pour chacun d'entre nous. On éteint la lumière avant de partir, on éteint son ordinateur, et puis on économise l'eau parce que c'est un vrai problème à la campagne, même les enfants le savent. Donc si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous avez une association qui est formidable, qui s'appelle Mountain Riders, que vous devez connaître, et qui chaque année publie l'éco-guide des stations de montagne, qui est bourré d'infos. Dernière piste auquel je pensais, une fois de plus, c'est pas exhaustif. Alors ça, c'est une vraie aberration écologique, par contre, mais malheureusement, c'est une tendance et c'est comme ça. C'est la création des pistes artificielles. Donc, l'idée est socialement très intéressante. L'idée, c'est de se dire, on va pas abîmer la montagne, on va aller au-delà des gens, des amateurs de ski, on va leur proposer, la piste va aller vers eux. Alors, même si c'est une aberration écologique, il y a déjà une bonne cinquantaine de projets comme ça, même pas de projets, de réalisations dans le monde. Il y en a en Russie, en Allemagne, au Japon et à Dubaï, qui est celle-là, par exemple. Tout le monde veut sa piste. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un,
vous me remercierez pour l'accent, vient d'annoncer la construction d'un immense domaine skiable en Corée du Nord. Alors plus près de chez nous, il y a un dossier qui fait pas mal de polémiques, mais qui est intéressant aussi, c'est la fameuse construction du ski dome, vous savez, de 22 000 m² dans les Yvelines, sur la colline d'Elancourt. Là aussi, c'est intéressant parce qu'on se dit, tous les gens de banlieue à Paris qui n'ont pas les moyens pourront skier, c'est formidable, mais vous imaginez qu'il va falloir entretenir une température de moins 5 degrés, été comme hiver, nuit comme jour. Bon, après, so what? Alors, il y a un autre projet que je trouve plus intéressant et qui peut peut-être donner des idées à certains, c'est à Copenhague. Ça serait une piste de ski sur le toit d'une centrale d'incinération de déchets. Et donc l'intérêt, c'est qu'elle s'alimenterait en récupérant l'énergie de l'usine. Donc ça, d'un point de vue énergétique, c'est quand même génial. Il y a juste un problème, c'est qu'il faut trouver la neige. Alors ça, c'est encore un autre problème et on n'a pas trouvé la solution. Donc la conclusion, rassurez-vous, gentes dames et valeureux skieurs, vous skierez encore en 2050. Comment, où, combien de temps, ça, sincèrement, personne ne le sait. Je pense qu'il va falloir qu'on ait beaucoup d'imagination, pas mal de sagesse, notamment vis-à-vis de la nature, parce que, comme disait Boris Vian, à quoi bon soulever les montagnes quand c'est tellement simple de passer par-dessus? Merci.